Messieurs, dames, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la grande tribune de ce mardi 8 novembre 2022. Deux sujets sont à l'ordre du jour. Aujourd'hui, nous parlerons de ce rapport de l'ODEP qui fait parler de lui, qui fait couler encre et salive au sein du microcosme politique. Nous parlerons également de cet appel à l'unité nationale lancé par le chef de l'État. Peut-il compter sur cette opposition nationale? Va-t-elle répondre à l'invitation du président de la République? Trois invités ici sur ce plateau. Monsieur Henri Tchimbalanga, qui est journaliste et analyste politique indépendant. Monsieur Henri, bonjour et merci d'être avec nous. Merci beaucoup, Dan, et je vous dis aussi toute la gratitude pour encore cette énième opportunité à participer à cette émission, cette grande tribune. Je salue mes deux co-débatteurs avec qui on aura passé en tout cas cet échange pour le bien-être de la nation par rapport aux sujets qui sont exposés par devant nous. Merci beaucoup, Monsieur Henri. Eri Massimbo, vous êtes également de la société civile, coordonnateur adjoint de l'ASBL Kinshasa Mérite Mieux, analyste politique indépendant. Bonjour et merci d'être avec nous ici, Eri Massimbo. Merci beaucoup. C'est un plaisir, cher Dan, de passer encore une fois sur ces plateaux, sur ces grandes tribunes. Merci à mes co-débatteurs d'avoir accepté de partager ces plateaux avec nous. Merci à l'équipe technique qui nous accompagne. Merci aussi à tous les dirigeants de cette chaîne et aussi je salue tout le peuple congolais partout où il se trouve dans le monde entier, particulièrement ici à Kinshasa, les Quinoises et les Quinois. Merci beaucoup. Je crois que j'aurai mon temps de faire le coup de gueule par rapport à la gestion de la ville. Merci. Merci beaucoup. Maître Gédéon Kolela, il a également accepté de reprendre notre invitation. Merci beaucoup de cet honneur que vous nous faites ce matin, Maître Gédéon Kolela. Merci. C'est à vous que je dois remercier pour cette marque de confiance, de m'associer à deux grands collaborateurs que je considère de crème de la République. Et c'est vraiment pour moi un plaisir, privilège, si je dois dire ainsi. Et voilà, nous sommes là pour analyser des questions liées à l'avenir de notre pays. Je pense que c'est ça l'essentiel et le plus important. Chacun de nous doit essayer de contribuer avec son offrande. Donc selon la dimension de l'onction qu'il dispose. Voilà. Alors, Maître Gédéon, je vais avec vous directement. Est-ce qu'un sujet d'actualité vous souhaitez commenter? Non, je pense que nous tous, nous sommes vraiment préoccupés. Comme je peux dire que à la grande euphorie, l'immense espoir qui prédominait les Congolais avec le mandat de Antoine Félix Tshisekedi et qu'on voit aujourd'hui qu'il y a une rébellion soi-disant de M23 que je qualifie comme une guerre qui nous mène une guerre insensée. Je vais l'expliquer pourquoi insensée. Surgir encore avec des revendications qui ont été prises en compte autrefois, qui, à mon humble avis, nous ont créé beaucoup de problèmes. Et alors voilà pourquoi que tous ces jours-ci, il n'y a pas moyen de fermer l'œil. On pense qu'à cette insécurité et comment arriver à bouter cet ennemi dehors. Voilà ce que je peux dire, qui nous préoccupe beaucoup plus. Merci beaucoup, Maître. Donc, M. Henri Tchimbalanga, un sujet également que vous souhaiterez commenter. Bon, il n'y a pas vraiment de sujet particulier, sinon, en tout cas, la situation de l'Est, c'est ça même, la question de l'heure qui est vraiment l'unique sujet d'actualité, dans l'insécurité à l'Est. Je pense qu'il n'y a pas un sujet particulier, et comme c'est déjà inscrit dans les thèmes à aborder ici, je pense qu'on aura suffisamment le temps pour ne pas prendre autant de minutes à répondre à cette question. Je pense qu'on aura tout le temps de se déployer là-dessus parce que je pense que c'est ça. La situation de l'Est reste vraiment toute l'actualité. Voilà pourquoi j'ai mis ça en deuxième lieu, pour qu'on ait assez de temps là-dessus. Eri Massimbo, un sujet
À commenter? Un sujet, oui. Le grand sujet d'ailleurs de la ville de Kinshasa, c'est la mauvaise gestion de la ville, la mauvaise gouvernance. Une mauvaise gouvernance criante à la tête de la ville de Kinshasa, de monsieur le gouverneur Gentini Ngobila. Une gestion dont le chef de l'État même aille à reconnaître l'inexistence des politiques publiques capables de pouvoir rendre la ville propre, de pouvoir déboucher les différents caniveaux et les différents rigoles qui traînent l'eau. Et le chef de l'État a reconnu que la ville de Kinshasa est très sale. La ville de Kinshasa a perdu sa belle robe d'antan. Et cela, nous condamnons la gestion de M. Gentini Ngobila et aussi les problèmes des transports dans la ville de Kinshasa. Cher Dan, ça pose d'énormes problèmes sur la fixation des prix. Nous reconnaissons que le carburant a grimpé plus de 3 fois dans cette ville, à la capitale de Kinshasa, dans la capitale de Kinshasa, mais néanmoins, le gouvernement devrait au moins réguler la fixation de prix des transports. Laisse-moi te dire, quitter Salongo où j'habite pour arriver jusqu'en ville ici, nous payons aujourd'hui 4 000 francs. C'est inacceptable. Alors qu'il y a les autorités de la ville qui sont censées réguler les secteurs, mais il y a un laisser-aller, je ne sais pas le pourquoi. Je dénonce aussi une montagne d'immondices au niveau des Sendwe, là où les mamans vendent là, vers Zikida. Là où on a mis la grande affiche du président de la République avec M. Gentini Ngobila et les bourgmestres de Kalamu. Derrière cette affiche-là, je te dis, quand vous regardez, il y a des immondices comme pas possible. D'ailleurs, ça bloque même les passages d'eau. Et par exemple, laquelle vous voyez, quand il pleut, l'eau qui devrait passer normalement, l'eau ne passe plus, alors ça déborde sur la route Sendwe, sur le boulevard Sendwe. Donc, nous faisons appel au chef du gouvernement ainsi qu'au président de la République de pouvoir jeter un œil là-dessus, parce que l'Assemblée provinciale qui est censée surveiller la gestion de la ville de Kinshasa, cette assemblée est en train de dormir. D'accord. Merci beaucoup, Eri Massimbo. Nous devons quand même reconnaître quand il pleut à Kinshasa, il y a beaucoup de quartiers qui sont inondés et c'est une situation qui est vraiment, vraiment déplorable. Alors, on va lancer le premier sujet du jour, c'est celui de l'ODEP, rapport de l'ODEP. Doit-on accorder quel crédit à ce rapport? Voilà. Je vais donner quelques chiffres avant de donner la parole à Maître Gédéon Kolela. La présidence, le personnel de la présidence est passé de 2021 à 2022 de 455 à 1018, donc pratiquement le double. Et puis la présidence est en dépassement de 211% du budget qui lui est consacré. L'Assemblée nationale donc rémunère 2756 membres de cabinet, hormis les 500 députés nationaux. L'Assemblée nationale a également en dépassement de 103% du budget alloué. Le Sénat avec 133% de budget, de dépassement budgétaire, pardon, et puis la primature 131% de dépassement, et puis 606 personnels politiques dans les cabinets politiques, pardon, de la primature. 600 personnes à la primature. Il faut qu'on se pose des questions. Qu'est-ce qu'ils font vraiment? Quel travail font-ils là-bas? Si réellement ces chiffres sont vrais. Maître Gédéon Kolela, quel crédit accordez-vous à ce rapport de l'ODEP? J'allais estimer que ça allait être superfétatoire, parfois fantaisiste. Mais c'est parce que les faits sont circonscrits dans le sujet. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire l'exercice d'en décortiquer. Mais vous posez une question très importante. C'est pour moi le plus effroyable, faute de goût, qui est un élément qui fait à ce que je sois donc partagé entre l'indignation et l'indifférence. C'est l'élément de la source dont vous avez évoqué. Si la source est crédible. Parce que ici, l'État, c'est l'ensemble. En fait, la politique fiscale budgétaire relève, selon les critères organiques, voire même matériels par rapport à la mission, relève de la compétence du gouvernement.
Mais quand il s'agit des cadres de dépenses, de ce budget, programme à long terme ou à moyen terme, le budget d'investissement, ça relève de la compétence de l'autorité budgétaire, qui est le Parlement. Okay. Et le Parlement, c'est aussi une institution dissuasive. Et raison pour laquelle, lorsque les dépenses ne sont pas bien diligentées, c'est le Parlement qui interpelle. Parce que le Parlement, non seulement qu'il doit faire le travail de contrôle, mais il peut aussi faire en sorte que les gens puissent répondre de leurs responsabilités. Et aujourd'hui, il faut dire que... Là, vous parlez de au cas où ces chiffres seraient crédibles. Oui, seraient crédibles. Donc, je me demande même aussi, parce que nous avons tous suivi la réduction des comptes. Les débats a eu lieu. L'ODEP dit notamment se baser sur ce rapport de la Cour des comptes. Après, non, mais écoutez, de la Cour des comptes, quand? Parce que le juge de la Cour des comptes... Tout récemment déposé. Tout ce qui a été récemment déposé. Ok. Je n'ai pas dit, mais regardez. Ici, je note quand même des contradictions. Parce qu'ils ont évoqué sur le budget qui était alloué à l'investissement. Alors que le gouvernement central affirme que les investissements ont été portés à près de 5% de dépenses publiques, l'ODEP a fait remarquer que les niveaux d'exécution de ces dépenses d'investissement sur le fonds propre se situent à 0,1% en fin de décembre. Vous voyez, il y a la contradiction entre les déclarations faites par le gouvernement, au travers le ministre de budget bien entendu, et aussi le ODEP. Maintenant, lorsque vous amenez les accusations sur la place publique, il faut amener des preuves tangibles. Maintenant, ça c'est la première chose. Je serais curieux que je voie effectivement la source de tous ces chiffres, parce qu'il y a contradiction entre le gouvernement et l'ODEP. Deuxièmement, est-ce que le dépassement constitue une infraction? Parce que... C'est pas une infraction. Je me pose la question parce que... Vous êtes juriste. Dans le barème des sanctions, je ne vois pas les dépassements budgétaires, parce que les dépassements budgétaires, en fait, ce n'est pas tout simplement ici au Congo qu'on peut constater. Vous comprenez? Et aussi, je voudrais que ODEP puisse aussi nous dire qu'il y a eu il y a eu plutôt... 211% de dépassement à la présidence. Mais vous allez voir qu'ici, il a parlé que d'après lui, c'est qui ne va pas. Mais les 3 millions d'accédants budgétaires, il n'a pas parlé. Vous voyez? C'est justement pour améliorer cette gouvernance. Non, mais oui, mais vous savez, il faut savoir relativiser. Il faut amener les gens à comprendre que votre contrôle n'est pas acharné. Votre contrôle, c'est pour effectivement permettre la gestion orthodoxe et efficiente. Et c'est pour ça que je pose la question, est-ce que le dépassement, c'est une infraction? Deuxième chose. Non, répondez avant de passer à la deuxième chose. Non, mais ce n'est pas une infraction. Ce n'est pas une infraction. Vous comprenez? Ce n'est pas une infraction. Ce n'est pas une infraction. Si c'est une infraction, quelle sanction qui est réservée? Parce qu'au fait, l'infraction, c'est la violation de la loi qui prévoit une sanction pour la personne qui a porté le comportement, qui a plutôt adopté le comportement qui a été interdit. Voilà. Donc voilà, c'est à ce niveau-là que j'ai dit. Deuxième chose, j'entends toujours les gens disent que non, le nombre de travailleurs à la présidence a quitté de 455 à 1018. Mais c'est tout à fait normal, dans le sens où... Le double. Oui, mais vous savez que quand Tshisekedi est venu, il a créé des agences. Et ces agences-là, donc, ce sont des Congolais qui travaillent et qui ont droit à un salaire. Alors, je ne comprends pas pourquoi, et lorsqu'on parle de la présidence, beaucoup de gens voient la présidence comme l'institution président, comme Tshisekedi, alors que l'UGF, c'est un service de la présidence de la République. Vous prenez les journaux officiels,
c'est un service D'accord. attaché à la présidence. D'accord. Donc voilà, il faut qu'ils nous disent qu'est-ce qui a été prévu, parce que tout est réglé, structuré par la loi. Qu'est-ce que la loi dit et qu'est-ce qui a été fait D'accord. qu'on peut comprendre qu'on a violé la loi. Merci Mais ils ne nous beaucoup. montrent pas là où la loi est violée. La violée. D'accord. Merci beaucoup, Maître Gédéon Kolila. Monsieur Henri Tchibalanga, quel crédit plutôt accordez-vous à ce rapport de l'ODEP? Dan, je pense que il y a lieu d'accorder crédit à ce rapport par le fait que les analyses de l'ODEP proviennent du rapport général de la Cour des comptes sur le contrôle de l'exécution de la loi des finances rectificative numéro 21/028 du 31 décembre 2021 en vue de la reddition des comptes du budget du pouvoir central. Cela voudrait dire que l'ODEP ne vient pas comme ça dans les nuées. L'ODEP s'est référé à ce rapport De la Cour de compte. de la Cour des comptes. Donc s'il faudrait dire que ce rapport ou les analyses de l'ODEP ne sont pas crédibles, donc autrement dit, nous sommes en train de dire que La Cour de compte. la Cour de compte n'est pas crédible. Vous voyez, donc il faut faire très attention à ce niveau-là. Il n'a jamais été question de l'ODEP de faire un travail qui doit plaire à X ou Y. L'ODEP n'a pas seulement commencé sous Félix, mais quand l'ODEP faisait ce même travail sous Joseph Kabila, mais l'opposition qui est aujourd'hui au pouvoir s'en servait pour nous faire comprendre que c'est très mal géré, il y a des dépassements chaque fois avec Kabila, et dès que lui ne sera pas là, on va apporter une Correction. voilà une gouvernance saine. Bon, maintenant, cela n'en est pas le cas. On a maintenant un problème même du personnel qui est devenu très monstrueux. Quelque À la part, présidence. à la présidence. À la primature, au Sénat et même à bon. l'Assemblée nationale. Mais écoutez, quand vous gonflez Effectivement. l'effectif, vous devez en avoir des objectifs qui seront faciles à énoncer et à porter sur la voie publique. Mais tout cela a été gonflé. Quels en est les résultats? Il y a eu beaucoup d'agences, c'est que Maître est en train de beaucoup de d'agences relater. qui ont été créées. Mais les agences sont créées pour quel objectif? Quelle fin? Quel résultat? La lutte contre la corruption notamment. Mais écoutez, moi j'ai toujours... La CSM. Moi, j'ai toujours Changement de eu mentalité. cet exercice-là, disons cette exigence-là de vouloir justifier le tout par les résultats. Mais dès lors qu'on est en train de multiplier des histoires qui ne font que consommer tout le budget, alors je pense qu'il y a des secteurs très vitaux qui sont à caractère social au sein du gouvernement, mais qui n'ont rien. Mais si tout doit aller dans des opérations ou des structures qui n'apportent rien en termes de résultats, en termes du social. Comment expliquer que... Vous vous souvenez même à l'époque de Matata. Finalement, on ne comprenait pas ce que Matata voulait nous dire. J'ai stabilisé le cadre macroéconomique. J'ai stabilisé... Mais Avec sa réunion, la Troïka. Mais vous avez stabilisé, mais pour quelle fin? Quelle est la qualité de la vie du Congolais? Même Kabila, finalement, avait demandé à Matata. C'est un sténat que, mais finalement, cette histoire-là. Donc, c'est pour dire ceci. Mais votre débatteur a dit quelque chose qui, quand même, fait un peu relever un peu, ça nous amène un peu dans le droit. Oui. Sur l'infraction qui serait commise quand il y a dépassement budgétaire. Mais c'est une belle théorie, mais qui n'est pas du tout bonne pour l'avancement de la société. Écoutez, le problème n'est pas de faire quelque chose parce que ce n'est pas établi en infraction. Mais c'est un mal de gouvernance. Mais s'il en était question, pourquoi on devrait dénoncer à l'époque de Kabila? Écoutez, pendant ce temps-là, le pouvoir actuel était dans l'opposition. L'UDPS notamment. Voilà. Mais aujourd'hui, il y a un miroir. Et ce miroir-là, c'est le fait de tout ce qu'on décriait pendant l'opposition. Quand Kabila faisait des dépassements, là, on criait dessus. Mais aujourd'hui, on veut faire comprendre aux gens que ce n'est pas une infraction. Mais d'accord, ce n'est pas une infraction. Mais cette mal de gouvernance, cette mauvaise gouvernance-là,
Quels en sont les objectifs? Ça favorise l'avancement de l'État en quoi? Ça favorise l'amélioration de la qualité de la vie du Congolais. Sur quel plan? Quand ça doit être maintenant, je peux dire, un rythme ou une religion. C'est chaque année toujours ce dépassement-là tant décrié. Pourquoi ne pas se dire que voilà, comme l'ODEP est là, et ce que l'ODEP est en train de dire, c'est effectivement des faits vrais. Nous devons revisiter notre façon de faire. Quand même, c'est de l'argent du contribuable congolais. Eux là qui consomment tout cela dans des dépassements, ils produisent quoi? Ils ne produisent pas l'argent, mais ils ne doivent pas être là pour tout consommer, sans justificatif, sans objectif, sans résultat. Merci Donc je beaucoup. pense que le fait que cela ne soit pas une infraction ne devrait pas être un motif de fierté et évoluer dans une telle gouvernance. Je ne pense pas. Merci beaucoup, Monsieur Henri, pour votre apport. Monsieur Eri Massimbo, je vous donne aussi la parole. Quelle est votre lecture? Quel crédit accordez-vous à ce rapport? Bon, en fait, écoutez, c'est l'ODEP, Observatoire des dépenses publiques. Il est là pour observer, rien que pour observer. Et l'ODEP se base sur des rapports financiers faits par d'autres services, notamment comme les cas de la Cour des comptes. Il peut prendre le rapport fait par l'IGF et les rapports faits par les inspecteurs des ministères des Finances, les rapports faits par les inspecteurs du ministère du Budget, et prendre tous ces rapports-là pour faire l'analyse économique ou financière pour pouvoir dégager les indifférences et les incohérences qu'il y a dans tous ces rapports dont il fait l'analyse. Mais écoutez, dépassement budgétaire. Vous savez, si pas il simplement s'agit dépassement, c'est deux faits. Il y a dépassement et aussi augmentation de personnel. augmentation de personnel et aussi le fait que ça soit budgétivore, que des institutions qui sont budgétivores. Bon, C'est cher Dan, plusieurs paliers. écoutez, pour les cas des entreprises privées, quand il s'agit de dépassements budgétaires, ça peut conduire l'entreprise à un déficit budgétaire ou à la faillite. Mais quand il s'agit de l'État, la gestion de l'État est différente de la gestion des affaires privées. L'État a plusieurs facteurs. Elle a plusieurs obligations aussi, des fois à remplir des partenaires. Par exemple, le besoin à la sécurité. D'accord? Les besoins à la sécurité, les besoins à la défense, par exemple. Ça peut faire en sorte qu'il puisse y avoir certains dépassements dont on ne peut justifier sur la place publique pour raison des stratégies et de sécurité. On saura l'étaler. Mais néanmoins, pour les cas de dépassement du nombre de personnel au niveau de la primature, écoutez, normalement, toute chose étant égale par ailleurs, de l'époque de Matata Pogno jusqu'à ce jour, je crois, c'est la première, ça doit être il doit se classer en premier à la tête des listes des primatures qui ont eu à dépasser le nombre de personnels. 600, plus de 600, c'est multiplié par 2 comparativement à l'époque de Matata Pogno où on n'avait qu'un nombre de personnels qui ne dépassait pas 300. C'était évalué à 275 ou 300. Ou 325, je crois, à l'époque des Matata. Quel travail? Ils font quel travail à la primature là? Bon, en fait, c'est au chef du gouvernement, les premiers ministres, Samalouko, de pouvoir justifier cela, parce qu'on suppose que c'est lui qui a jugé l'opportunité et la nécessité de pouvoir employer tous ces mondes-là, mais néanmoins, le travail doit être justifié sur le terrain. Si ces dépassements étaient dus, par exemple, dû à l'armée, là, ce n'est pas un problème, mais il fallait aussi voir les travaux sur le terrain, comment ça s'est fait. Si ces dépassements ont été dus, par exemple, au secteur d'investissement, par exemple, pour pêche, élevage, agriculture, on allait avoir les impacts sur la vie sociale et sur la vie économique à la nation. Donc, si ces dépassements ne sont que dus à la gestion des institutions politiques, purement politique, alors je crois qu'il y a lieu de pouvoir... Votre orateur a dit tantôt que c'est aussi le personnel sont des Congolais qui acquièrent du travail. C'est un peu positif aussi. Malheureusement, c'est un peu positif. Malheureusement, le chômage pour combien de temps? Parce que dans le personnel politique, quand le ministre, par exemple, est révoqué, il part avec toute sa suite. Personne ne reste.
Ce ne sont pas des travails permanents, non. Ce sont des travails, je veux dire, intermittents, circonstanciels. Hein, ça vient et puis ça part à un certain moment donné. Donc, il y a lieu, malheureusement, les secteurs politiques, c'est les seuls secteurs attractifs, attractifs dans notre pays, alors qu'il y a lieu maintenant de pouvoir faire les investissements sur des secteurs purement productifs, notamment sur les investissements liés à la pêche. Plus de 100 millions pour le avec l'ancien ministre de l'économie qui a été révoqué là. 100 millions la République a perdu comme ça avec les poissons, les poissons séchards et les importations d'autres produits vivriers dont on n'a pas vu la suite jusqu'à ces jours. Bien qu'il a été déchu par l'Assemblée. Merci, Eri. Maître Gédéon Kolila, je vous repasse la parole. Ça dénote de la non-orthodoxie de la gestion de la chose publique. Quand il y a des secteurs qui sont sacrifiés au détriment des autres, et d'une part, on ne voit pas les résultats sur le terrain, ça fait quand même réfléchir, vous ne trouvez pas? Excusez. Ici, je pense que l'ODEP, si on va supposer qu'il a fait un travail impeccable qui permet à ce qu'on arrive à se servir de ces éléments-là pour avoir une gestion orthodoxe et efficiente, je pense que c'est une bonne chose, mais nous ne sommes pas mis d'accord sur un point. On parle de rapport qui disposerait la Cour des comptes. Alors que la Cour des comptes, c'est parmi aussi des institutions dissuasives. Et la Cour des comptes, c'est les juges même naturels de mandateurs, les juges naturels de certains gestionnaires, et qu'il doit statuer en dernier ressort. Vous comprenez? Et si il a servi parce que ce n'est pas comme avant, et que la Cour des comptes pouvait seulement se limiter à la dénonciation, parce qu'il n'y avait pas de magistrats qui n'avaient pas prêté serment. Aujourd'hui, ils ont des magistrats qui ont prêté serment. C'est pour ça que je dis, parce qu'il y a contradiction entre le ministère de budget et le rapport de l'ODEP. Et il faut maintenant qu'il y ait un arbitre qui doit nous dire très clairement si ce rapport est vrai. Moi, mon problème, c'est à ce niveau-là. Et qui est cet arbitre? C'est le même là qu'on dit qu'il a servi, c'est-à-dire la Cour des comptes, qui statue en dernier ressort à ce qui concerne la gestion de finances publiques. C'est pour ça que cette Cour existe pour ça. Alors, j'entends ici... Là, vous appelez la Cour des comptes à s'exprimer sur la véracité de ce rapport qui vient... Oui, voire même faire des interpellations. Interpeller ceux qui sont... mais la Cour des comptes, je vous dis que dans plusieurs pays, les gens ont peur de la Cour des comptes. Kabila a eu peur de la Cour des comptes. C'est pour ça que le magistrat, c'est lui qui les a nommés, mais ils n'ont pas prêté serment. Lorsqu'on parle de la Cour des comptes, quand quelqu'un accepte que la Cour des comptes puisse fonctionner dans un pays, c'est-à-dire qu'il est déterminé pour avoir cette gestion orthodoxe, efficiente dont nous voulons ici. Donc maintenant, je me dis, si ces rapports s'avéraient vrais, c'est que la Cour des comptes, il faut aussi dire qu'il n'a pas joué son rôle. Il ne doit pas jouer le rôle de dénonciation, je dis bien. Il doit jouer le rôle de sanction. Je pense que si ça s'avérait vrai. Mais ici, mon problème, c'est qu'il y a contradiction. Est-ce que nous devons compter sur le rapport de l'ODEP pendant que ces rapports, eux aussi doutés, on nous demande qu'à mener de preuves? Vous dites, non, il a mené. Est-ce que vous avez vérifié s'il a aussi gonflé ces rapports? Vous comprenez? C'est ça le problème. J'aurais appris ici que on ne peut pas créer, je vous ai posé la question sur le nombre de personnes qui devraient travailler à la présidence, personne ne m'a rencontré. Alors, mais écoutez, dans les développements pour le changement social, lorsqu'on veut accéder au développement, il y a au moins 4 choses. Il faut vaincre les obstacles internes liés à la division du travail. C'est très important.
Deuxièmement, il faut la création de ce travail-là. Il faut créer un travail. Ce travail, on doit le créer beaucoup. Donc, il faut la mobilité. Je pense qu'il a évoqué le cas ici des transports. Il faut la mobilité des individus. Il faut la diversification des élites sur base de nouvelles structures en mettant l'accent sur le développement et le changement des mentalités. Et l'élément le plus important lorsque vous voulez accéder au développement, c'est d'abord le changement de la mentalité. Parce que si les gens ne sont pas sortis dans le pivot des sous-développement de la mentalité... Là, ça justifie la création de la CSM. Oui, mais quand les gens vous disent non, multiplier les structures, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, mais regardez. Ça ne sert à rien, mais lorsque Matata ici, qu'on vient de dire, et le Mouzitou, on peut leur dire tout ce qu'ils ont parlé, ils ont mis sous talon l'institution IGF. OK? Et on a eu quel résultat par rapport aux mobilisations au niveau des recettes publiques. Vous voyez, par rapport à le travail qui est fait en amont. Mais la question que moi j'aimerais poser, c'est à ce niveau-là. Qu'est-ce qui justifierait un dépassement à la présidence, maître? Pourquoi est-ce que nous devons aller à 200%? Pourquoi est-ce qu'on doit aller à 200%? Non, mon ami a dit... Pour quel travail? Non, mon ami a dit une chose ici très importante. C'est-à-dire que, vous savez, avec l'armée par exemple, vous savez que des fois on fait les débats, regarde les budgets de l'armée, tout qu'on ne peut pas publier. Et toujours dans les listings auxquels on a doté la présidence de la République, vous savez qu'il y a une partie aussi qui va pour la sécurité. Ce ne sont pas des dépenses qu'on peut mettre sur la place publique. Alors tout n'est pas dit. Vous pensez qu'aujourd'hui, avec la situation de l'Est là-bas, on doit attendre que non, le Parlement se réunisse, on doit attendre qu'on puisse voter le budget. Non! Il y a certaines choses qui sont des priorités. Pour acheter les armes aujourd'hui, pour acheter les avions comme on a des chasses. Donc, même les renseignements. Donc, pour les renseignements. On ne doit pas attendre que non, qu'il faut qu'il y ait un cadre de dépenses. Donc ce sont ces éléments faisant combine qui contribuent au dépassement. C'est pourquoi je vous ai posé la question. Est-ce que le dépassement c'est une infraction? Ce n'est pas une infraction, mais ça demande une justification. Ouais. C'est pour ça que il y a cette cour la Cour des comptes qui existe et que donc elle ne doit pas s'arrêter à la dénonciation. Donc je pense que cette dénonciation ne vient pas de la Cour, parce que la Cour n'est pas là pour dénoncer, la Cour est là pour juger et nous dire qu'est-ce qu'on a. Pour finir, est-ce que c'est possible qu'un jour nous ayons des institutions politiques qui ne soient pas en dépassement budgétaire? Je pense qu'avec la gestion de la chose publique, c'est très difficile. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est très difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a des urgences. Et surtout, vous êtes dans un pays comme le nôtre, où tout semble être prioritaire. Aujourd'hui, il faut regarder. Merci. Nous avons un problème d'avion. N'est-ce pas? Aujourd'hui même, nous avons un problème de route. Merci. Alors, et les budgets qu'on a n'arrivent pas parce que le Congo, en principe, doit avoir le budget de 80 milliards. Merci mais beaucoup. Vous avez le budget de 14 milliards à peine. Merci beaucoup. C'est difficile. Maître Gédéon Kolela, Monsieur Henri Tchimbalanga, je reviens vers vous avec cette question. Justement, le dépassement n'est pas interdit, n'est pas interdit comme l'a dit votre co-débatteur. Quand il y a des secteurs, des projets prioritaires, des projets d'urgence, cela peut quand même être justifié ou justifiable. Vous ne trouvez pas? Dan, je vous ai dit ici que le dépassement ne doit pas être comme une religion. Ça veut dire, ça devient même notre modèle de fonctionnement. Vous voyez? Parce qu'après tout, si tout doit être quand même placé sous des prévisions. Vous voyez? Maître dit tantôt là, il voulait justifier la création d'autant d'agences. Mais moi je pense que par exemple pour attaquer le changement, obtenir le changement de mentalité, et alors la justice, quel en est le travail ou quel en est le rôle? Si on doit aller créer une agence qui n'a pas de contraintes même sur l'individu, ça ne fera que consommer. Vous voyez? Et
nous sommes dans une gouvernance qui devrait, à mon avis, je l'ai toujours dit, être beaucoup plus exemplaire par rapport, ou devrait avoir la vocation de corriger les précédentes qu'on a eu à savonner sans réserve depuis tout ce temps-là. Il soulève le problème. Vous parlez du régime de Kabila, Mobutu et tout. Parce que tout pour nous, c'était noir. Des mauvaises gestionnaires. Il était question que l'UDP soit là pour que nous ne voyions plus ce que l'on décriait autrefois. Maître soulève le problème d'achat de matériel, ainsi de suite. Mais je voudrais un peu donner une petite précision là-bas. Vous savez, moi j'ai du mal un peu à justifier ce qui n'est pas bon pour l'avancement de la société ou l'amélioration de la vie du peuple congolais. Nous avons ici, on a vu 2 avions de chasse, les Sukhoi. On a applaudi. Les gens sont d'accord avec ça. Mais ça vient d'où? Quand on les avait achetés là-bas, est-ce qu'il y avait un si grand phénomène de dépassement à outrance comme ça? Non. C'est Kabila qui avait acheté ces avions. D'abord en 2006, il y en avait 4. Il y a 2 qui ont connu, le premier a connu son accident en 2006, le deuxième le 30 juin 2007, lors de la fête nationale de l'indépendance, il n'en restait que 2. Et en 2012, Kabila en a acheté encore 2 pour en faire 4. Les 2 là, c'était c'était un peu le surplus de la flotte aérienne de l'armée ukrainienne. Et actuellement, les 2 autres sur les 4 ne sont plus en service, il n'en reste que les 2 qu'on a vus. Mais comment on peut ne pas comprendre que, bon, quand les autres ont fait ne fût-ce que ce que nous voyons aujourd'hui, bien que ça n'avait pas fait trop de bruit, mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons justifier dans ce mal de gouvernance? Moi, je pense que il serait vraiment acceptable qu'on essaie un peu de réduire. Nous avons un problème. On dénonce ici le caractère budgétivore de l'Assemblée et du Sénat. Mais quelle est la qualité de nos députés là? Alors, en quoi maintenant il devrait nous coûter aussi cher à la République? Mais pourquoi ne pas affecter tout cela à des secteurs aussi vitaux que la défense ainsi de suite? Si je dois bien vous comprendre. Vous n'avez pas vu, vous vous rendez compte, on a vu même dans les réseaux sociaux, un député qui se bat dans la rue, mais un député national. Allez sur Kabambar, vous trouvez un député qui a placé un panneau géant. Moi je suis 100% tel. Un député, vous pensez que, et maintenant ces gens-là, ce sont eux qui nous consomment tout. Non. Ça revient à dire que nous, les Congolais, nous sommes complices aussi de ce mal-là qu'on est en train de faire sur la République, parce que nous acceptons que non, ces gens-là qui nous rendent pas un bon service, qui ne rendent pas un bon service à la nation, mais pour finir, en 30 secondes seulement, pour finir, vous avez comment dire, évoqué quelque chose sur laquel j'aimerais bien revenir. Oui. Vous avez dit qu'aujourd'hui, le dépassement est un peu plus grand que ce que nous avons connu précédemment. Oui, en tout. Vous voyez, même en termes du personnel, quand on avait vu un cabinet de 300 à la présidence là-bas, qui n'avait pas crié au scandale. Mais aujourd'hui, nous sommes à 1000 combien 1018. Sur les 300, c'est quel rapport? Nous sommes déjà presque combien? Le triple. Le triple. Mais comment voulez-vous que le pays est dans des sérieuses difficultés? Mais pourquoi on doit chercher à gonfler? Ce n'est pas comme ça qu'on résout le chômage. Là, ce serait comme si on est en train de récompenser des gens. Venez, prenez le travail. Mais au détriment du petit peuple. Merci, monsieur Henri. Monsieur Eri Massimbo, pour finir avec cette question, comment résoudre ce problème? Comment faire en sorte que les institutions ne soient pas budgétivores et qu'on n'ait plus un personnel pléthorique? Enfin, il faut créer certains secteurs et investir dans les secteurs productifs du pays, notamment par exemple dans le secteur de l'agriculture. On a vu Matata Pogno ici avec les trucs ici des Bukangalonzo qui n'a même pas marché. On a vu les débats qui a fait
qui a fait couler l'encre et salive ici, la ville de Kinshasa et en République démocratique du Congo d'ailleurs, sur par exemple la commande des tonnes et des tonnes de poissons chinchard. Jusque-là, rien n'a été fait. Alors que l'argent qu'on a perdu à Zimbabwe là-bas par rapport aux commandes... Non, mais nous sommes encore en bonne année. Est-ce qu'on va encore avoir... on va avoir les retours à l'investissement où... 2021, 2022. Mais jusqu'à ce jour, d'ailleurs, le ministère de Pêche et Industrie de Zimbabwe avait fait une note, une lettre à notre ministère pour leur dire que c'est le moment de pouvoir venir pêcher parce qu'il leur avait donné même un ultimatum. Dépasser cela, votre argent serait considéré comme perdu. Donc c'est un peu ça. Plus de 100 millions de dollars qu'on a eu à jeter comme ça dans l'eau. Pourquoi? Parce qu'il y a certains hommes qui ont voulu se faire une place sur la place publique. Cher Dan, les 100 millions jetés là-bas en Namibie, ça pouvait servir à la création d'une industrie de poissonnerie, de pêche. Même, pourquoi pas de les faire à l'achat des charlitiers. J'avais dit déjà sur ce même plateau, un charlitier, son prix ne varie qu'entre 450 et 1 million d'euros. Avec 100 millions, on peut avoir combien de charlitiers pour nous donner le poisson des lacs Tanganyika? Avec 100 millions, on pouvait installer même, on pouvait recréer Bukangalo, un autre Bukangalo dans chaque province. Chaque province pouvait avoir des chambres froides. On pouvait investir même dans le secteur des infrastructures, créer des routes, des centres agricoles pour relier les différents territoires et les centres de production avec les centres de consommation. Mais qu'est-ce que cela a été fait? Pourquoi il n'y a pas des dépassements budgétaires, par exemple, dans le ministère des infrastructures? Pourquoi il n'y a pas de dépassement budgétaire dans le ministère, par exemple, de l'EPSP? Et voir ces dépassements budgétaires, par exemple, dans le ministère de l'EPSP, ça a servi à quoi? Pourquoi ces dépassements ne peuvent pas être servis à la construction des écoles, par exemple, à la construction des hôpitaux? Pourquoi ces dépassements budgétaires ne peuvent pas être servis, par exemple, à la construction, par exemple, des universités? Aujourd'hui, on a suspendu la vente des syllabus. On a doté certaines universités de l'Internet, d'un réseau Internet gratuit. Mais, cher Dan, allez voir l'état de nos bibliothèques. Allez voir l'état de nos bibliothèques. C'est inexistante. Une université qui n'a pas de bibliothèque. Sans bibliothèque. C'est pas croyable. Sans bibliothèque, je vous dis en connaissance de cause. J'ai eu à travailler dans une bibliothèque de la plus grande université ici, dans la ville, en République démocratique du Congo. Vous parlez de l'UNICI. Bien évidemment. Pas de bibliothèque. Il y a certains livres même qui ne correspondent pas avec la filière dont on a classé. Il n'y a rien à voir avec les enseignements universitaires. Mais ce sont dans la plupart des cas, ce sont des livres qui a été donné, ce sont des dons qui a été fait par exemple par le royaume de la Belgique, par l'Angleterre, par le Canada et tout ça. Pourquoi ne pas avoir des budgets, dépassement budgétaire par exemple dans les secteurs, dans la ligne budgétaire, achat des ouvrages, financement de la recherche dans tel secteur ou tel autre secteur? Pourquoi seulement gonfler le nombre de personnels alors qu'il y a des médecins qui réclament des primes, qui réclament leur intégration? Okay. Pourquoi? Il y a aussi des enseignants. Seulement l'augmentation là-bas dans la primature, alors qu'ils ont des salaires inimaginables en fait. Pourquoi ne pas permettre aux enseignants non immatriculés, non reconnus par l'État, d'être reconnus et d'être alignés dans le budget pour être payés? Je crois, dans tout état des choses, nous devons être optimales par rapport à la gestion de l'État. Merci beaucoup, monsieur Massimbo. Deuxième sujet du jour, on lance le deuxième sujet du jour. Le président de la République a appelé à l'unité nationale pour faire face à cette agression rwandaise. Est-ce qu'il peut compter réellement sur l'opposition? Maître Gédéon Kolila, question de sécurité. Est-ce que le président peut-il compter sur ses opposants ici au Congo? Monsieur Dan, je veux répondre à votre question, mais je me sens obligé de rebondir sur ce que j'ai entendu sur ce plateau où on a voulu nous dire que avec le pouvoir Kabila, il y avait l'absence de la mégestion et puis il y avait... Non, il a dit que à l'époque, les déplacements n'étaient pas autant que ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc aujourd'hui, non, mais vous savez, non, il y a un problème. Je vous dis que le pouvoir de Joseph Kabila avait caractérisé la mégestion. Et d'abord, il y avait l'irrationalité
ou le caractère d'irrationalité des acteurs étatiques, le non-respect des engagements avec les partenaires locaux, nationaux et internationaux, nous a amenés aujourd'hui dans les ruines. Les conditions misérables dans lesquelles on est aujourd'hui, ont eu pour des causes lointaines. Regardez, je vais vous dire, parce qu'on parle de création d'emplois et tout ça. Donc, bien sûr que moi, je n'ai jamais été pour, c'est que les contrats miniers qu'ils ont signés dans violation flagrante des codes miniers, mais nous l'avons accepté parce que des Congolais, parfois, nous parlons des choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne lit même pas. Donc, en titre de comparaison, vous savez que les contrats miniers, les contrats chinois, avaient prévu qu'on puisse avoir 3500 km de rails. 3500 km de rails. C'est-à-dire que vous pouvez quitter ici jusqu'à Goma. Donc, on n'allait pas avoir de problème aujourd'hui avec l'haricot et même pour le problème de 3500 km de rails. Jamais fait. Jamais fait. Mais on vous a montré. Je pense que on n'avait jamais vu les travaux entamés. Votre collègue Jean-Marie Kassamba en a fait la publicité. Vous voyez? Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est resté comme ça. C'est vraiment... Donc, je peux dire, c'était à l'incompréhension. C'est passé comme ça à l'incompréhension, à la désolation de notre peuple. Et nous avons assisté à la basourdie et d'une manière scandaleuse à ces rapports. Donc, on n'a jamais vu les gens même être interpellés. Donc, 3500 km aussi de route qu'on devrait avoir. Donc, regardez, on a essayé d'élargir le boulevard et ça s'est arrêté là-bas. Je ne comprends pas. Donc, et ODEP n'avait pas parlé. Parce qu'on veut me parler de ODEP. Mais on n'avait pas entendu ça. Oui, mais je vous dis, c'était combien? 6 milliards de dollars. C'est énorme. Il faudra avoir au moins 145 centres de santé avec au moins 150 lits. Donc, c'est-à-dire à chaque territoire, on devrait avoir un centre de santé. Ça, c'est quel contrat maintenant? Je parle des contrats chinois. Et je vais vous aider quand même parce que moi, je suis quelqu'un qui fait l'analyse basée sur la conviction. Et je suis moi-même dans les analyses orthodoxes et efficientes. Il n'y a qu'un seul centre de santé, si vous voulez le connaître, l'hôpital là qui est construit à 7, au quartier 7. C'est le seul sur 145. Vous connaissez, non? À côté de l'hôpital 7, il y a l'hôpital chinois là. Mais on devrait avoir des centres comme ça, 145. Donc il y a encore 144. C'est qui n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été fait. C'était des scandales. Et puis vous savez, quand il y a un système qui fonctionne, aujourd'hui, il faut louer. Quand même, vous entendez qu'on a détourné. Il y a des dénonciations. Mais là, il n'y avait pas de dénonciation. Vous essayez, vous savez qu'il y a eu un ministre d'information qui nous a dit, ne parlez même pas de Panama Papers. Si on entend, vous allez voir. Donc, il faut comprendre qu'il y a certaines choses. Ici, vous évoquez le cas des avions. Est-ce que c'était budgétisé? On ne sait pas. On a évoqué le cas de Bukangalonzo. Vous connaissez la fin. Donc, vous savez... Mais votre temps d'antenne est presque à la fin. Vous avez pratiquement 1 minute. Est-ce que la question de la sécurité, sur les 5 minutes que vous aviez, la question de la sécurité, le président peut-il compter sur l'opposition? Bon, je pense que les constats de l'échec de gouvernance dans plusieurs États du monde est lié à la minorité des hommes d'État face aux hommes politiques. Et je pense que la minorité des hommes d'État face aux hommes politiques. Le président Tshisekedi a lancé l'appel. Mais il faut être un homme d'État pour répondre à cet appel. Vous comprenez? Mais, vous n'êtes pas un homme d'État. Il faut être un homme d'État. Non, parce qu'un homme d'État, ce qui compte pour lui, c'est l'intérêt supérieur de la nation, c'est-à-dire la nation, l'État comme tel, et aussi le patriotisme. C'est ce qui compte. Mais un homme politique, qu'est-ce qu'il voit? C'est le pouvoir. Et je pense que quand vous demandez, est-ce qu'il peut compter sur l'opposition? Et vous savez que l'occasion faisant les larrons, ne soyez pas étonnés qu'il y a l'opposition qui viendra pour le partage de gâteaux. Donc, ça sera
comme on a vu autrefois avec ceux qui ont fait la guerre, ils ont considéré que le Congo était pour le partage de c'était un partage de butin. Ils se sont partagés ces gâteaux. D'accord, merci. Comprenez? Mais une chose qui est vraie, merci beaucoup, que le président peut compter, c'est cette population. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis que cette guerre, elle est vraiment insensée de la part de M23. Pourquoi? Parce que même quelques victoires que nous sommes en train de le voir par-ci, par-là, dans les comptes de M23, vont certainement rencontrer une résidence populaire. Parce que cette population n'adhère pas à son combat. Merci beaucoup, Maître Gédéon Kolela. On a compris que le président ne peut pas compter sur cette opposition. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, le président doit compter sur le peuple congolais. Et je dis bien, c'est au moment où nous allons voir si dans l'opposition nous avons des hommes d'État. Vous comprenez? Parce qu'il ne faudra pas que cet appel à la mobilisation, à la mobilisation pour bouter de l'or, parce que nous avons besoin d'unité, puisse se transformer au partage des gâteaux. D'accord, maître. Monsieur Henri Tshimbalanga, la même question que je vais poser à votre co-débatteur tantôt sur cet appel à l'unité nationale, la mobilisation générale. Est-ce que le président peut compter sur l'opposition nationale pour cette fin? Oui, je pense que le président peut compter sur tout le monde d'abord. Tout Congolais, qu'il soit de l'opposition ou pas, mais qui se sentirait obligé ou étant habité par ce patriotisme-là, ça veut dire son attachement personnel d'abord, en dépit de l'appartenance à une tendance ou une autre. Mais si un Congolais qui soit de l'opposition, mais ressentant en lui son attachement à la patrie, il ne peut que répondre à cet appel. Donc, alors spécifiquement, s'il peut compter sur cette opposition, je pense que d'abord, presque tous les opposants, ils n'ont pas rejeté l'offre. Parce que, quelque part, ils ont peur d'une chose. La vérité en est que, je me permets de dire que les opposants ils seraient contents de voir Félix échouer. Ça, ce sont des calculs politiciens. Mais, d'une part, ils ont peur de la population. Parce que l'élément majeur maintenant, l'élément déterminant, c'est l'attitude du peuple congolais. Qui, au cas où, étant un opposant, et que tu t'engageais dans une voie contraire à celle-ci. Parce que maintenant, les Congolais ne voient pas, au fait, Tshisekedi. Nous voyons maintenant la patrie qui est en danger, qui est en train de partir, et qui demande qu'il y ait, maintenant que tout le peuple soit debout. Donc, s'il y a un opposant qui va s'engager ouvertement dans le sens contraire, quel que soit leur précédent politique entre lui et Tshisekedi, je pense qu'il risquerait d'avoir une rupture entre cet opposant-là et le peuple congolais. Parce que c'est une situation qui va au-delà de tout le monde. D'accord. Franck Diongo qui dit que comment peut-on appeler à l'inclusivité pendant que les proches du président insultent l'opposition tous les jours? Mais c'est ça, je suis en train bon, c'est aussi c'est une réaction que je considère normale, mais qui ne devrait pas être au-dessus de l'intérêt de la nation. Vous voyez? Parce que je me souviens Mandela qui disait, je crois, Bill Clinton, il était fâché, il n'avait pas supporté certains propos contre sa personne. Et Mandela avait dit ceci: voilà, un petit homme ne supporte jamais les critiques. Il s'adressait à Bill Clinton. Donc, Franck Diongo, il n'a pas tellement raison, parce que le mobile, la situation demande à ce que tout le monde soit dedans. Les gens qui peuvent peut-être se comporter, oui, on peut en faire un clin d'œil, mais cela ne devrait pas être comme un motif de vouloir au préalable exiger qu'il y ait, je ne sais pas, comme une retrouvaille entre eux pour dire non, voilà, tes hommes m'ont insulté. Mais non, ça c'est par rapport à la situation de la nation. Pour finir, Matata Pognou qui dit
le climat actuel est non favorable à un front commun. Le climat politique n'est pas favorable à un front commun. Oui, bon, dans tout ça, qu'est-ce qu'il y a au juste? Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, Félix s'adresse à tout le monde. Il y a des gens qui se disent être dans l'opposition, mais qui se sont vus être dépouillés de leurs membres qui sont allés vers Félix. Okay. Et maintenant, en ce moment-là, quand vous vous adressez à ces gens-là, les gens que vous avez dépouillés de tous leurs membres, c'est normal, ils peuvent réagir comme cela pour dire que non, nous sommes dans un climat qui demanderait qu'on arrange certaines choses. Parce que je peux même dire là-dessus, tous ces débouchages-là, ces gens-là, maintenant, c'était... Quelle est leur utilité? Parce que maintenant, Félix se voit contraint de retourner à ces leaders-là. Parce que quand ils s'adressent ainsi, il y a une part de responsabilité où les leaders-là doivent entrer en danse. Parce que j'ai demandé à un député, il me dit non, on peut aller mobiliser, à la base on peut te tabasser. Vous voyez? Merci donc c'est un peu ça. Éric Simbo, la même question. Est-ce que le président peut compter sur l'opposition face à ces défis? Oui, pourquoi pas. Le président de la République peut compter, pas sur l'opposition, mais toute la population. Mais sur la population congolaise. Pour la cause de la patrie, oui, il peut compter. Mais avant d'aborder cette question, je voudrais d'abord rappeler à Maître Kolela, voilà, les contrats chinois entre la RDC et la République démocratique du Congo, parce qu'il faut porter l'éclairage sur certaines questions. L'une des causes majeures de la non-réussite ou de la non-exécution de certains projets qui a été contenu dans les contrats chinois, c'est aussi la révisitation de montant de ces contrats-là. Ces contrats-là ont été révisités. De 50 milliards de dollars à 6 milliards de dollars. En termes de pourcentage, cela veut dire sur 100%, 5% seulement, 10% seulement devaient être exécutés. Donc, Kabila avait perdu 90% de l'exécution de ces contrats-là. Donc, voilà pourquoi. Mais, soi-disant partenaires naturels et inconditionnels, la FMI, la Banque mondiale, ils avaient exigé que la RDC puisse révisiter ces contrats-là. Alors que ces contrats étaient salutaires pour la République. Je ne comprends pas. Notamment dans les secteurs des infrastructures pour relier les différentes provinces entre elles. Et ils ont révisé... ça a été révisité jusqu'à 6 milliards de dollars. Les contrats chinois sur les 5 chantiers. Je ne défends pas les régimes Kabila, mais j'apporte juste la lumière par rapport à ça. Il n'y a aucune lumière que vous allez apporter. D'abord... Parce que vous ne voulez pas la lumière, vous êtes dans le noir, alors je vous laisse dans le noir. Non, voilà. Par rapport à la question dont vous avez parlé sur si le chef de l'État doit compter, si le chef de l'État doit compter sur l'opposition, ce n'est pas nécessairement que le chef de l'État doit compter sur l'opposition. Parce qu'il n'a pas été élu par l'opposition, non. Le chef d'État a été élu par les Congolais. Donc, le chef d'État aussi l'aider en termes d'idées. En fait, ceux qui se sentent touchés, ceux qui se sentent intéressés, touchés par la situation dont traverse la République aujourd'hui, comme nous, les ultra-patriotes, nous allons nous engager par rapport à cela. Nous allons répondre à l'appel à la mobilisation générale. Nous allons répondre à l'appel qu'a lancé le chef d'État sur la surveillance et la mobilisation. Nous allons... La crainte, c'est qu'il y ait finalement, comme l'a dit Maître Gédéon, partage de gâteaux. En fait, moi, il n'y a pas nécessité de pouvoir parler de partage de gâteaux ici. Ça, ce sont les politiciens ou les gens de l'opposition qui sont à la recherche des besoins du ventre. Mais ici, nous sommes à la recherche du bien commun, de l'intérêt général de la nation. Ça ne concerne pas les intérêts privés. Quand il s'agit de la nation qui est menacée, de la patrie qui est menacée, tout celui qui se sent membre de cette patrie, membre de cette nation, doit réagir positivement par rapport à l'appel du chef de l'État. Parce qu'il s'agit de lui. C'est l'œil, c'est l'oreille, la bouche, le nez de la République. C'est lui qui voit tout. Parce qu'il a tout le sens de la République et il tient tout entre ses mains. Alors, quitte à lui, le chef de l'État aussi, d'être ouvert par rapport à certaines ouvertures que l'opposition peut faire sur certaines propositions. Mais s'il faut lier, parce que certains appels, certains opposants font seulement font dire que voilà, notamment on doit revoir la CENI, la composition des membres de la CENI, on doit revoir la loi électorale, tout ça.
cela va nous amener à la... Oui, donc, bien évidemment. Certains disent, voilà, il fait appel à l'opposition, mais néanmoins, il y a certaines questions qui restent pendantes, notamment sur la composition des membres de la CENI, sur la loi électorale, qu'on doit révisiter, qu'on doit toucher. Donc, si aujourd'hui, on fait appel à vous, parce que la nation est menacée, vous venez avec certaines conditions. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Mieux vaut mobiliser la nation, mieux vaut mobiliser la partie dans toute son entièreté. Le peu d'argent qu'il y a, au lieu de servir à des rencontres politiques, mieux vaut les canaliser et les concentrer sur nos troupes qui se battent là-bas au front, sur le recrutement, sur l'armement, sur l'habillement de nos forces armées, sur les renseignements, sur la sécurité. Au lieu de se battre, ça sert à quoi? D'accord. Et Matata Pogno qui dit aussi que ce n'est pas un problème de mobilisation, c'est un problème de leadership et de gouvernance. Il rappelle même qu'en 2013, c'est sous son leadership qu'ils ont bouté hors état de nuire ces M23 de leur zone occupée. Non, en fait... Pour lui, c'est le leadership qui pose problème. Ce n'est pas une question de mobilisation, d'unité nationale. Bon, il faut mettre tout le fait dans les contextes, et notamment si on fait l'analyse historique et politique par rapport au M23 en 2000, je crois quand Goma a été pris. Il faut dire que c'est sur l'appel de la communauté internationale que les éléments de M23 s'étaient retirés de la ville de Goma. Et le M23 ne s'était pas éteint, c'était sur le leadership sur le régime Kabila. Le M23 ne s'était pas éteint, s'était retiré de ses positions. Voilà pourquoi aujourd'hui nous disons, le M23 ne doit pas se retirer de ses positions, mais le M23 plutôt, doit rentrer au Rwanda, là où elle est venue. Le M23 n'est pas un mouvement rebelle congolais. Non, le M23, c'est un mouvement rebelle étranger, Tutsi, venu du Rwanda. Parce qu'ici en RDC, nous n'avons pas de tribus Tutsi. Non. Oh, Tutsi Rwanda, Tutsi congolais, Tutsi Rwanda. Il n'y en a pas ici en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Nous sommes des Congolais, ceux qui se réclament les droits des terres, considérés comme des Congolais, ne peuvent pas les réclamer. Merci. Si vous considérez comme Louba, rentrez dans les Kassai, on va vous accueillir. Si vous considérez comme Emma, rentrez là-bas chez vous, on va vous accueillir sans problème. Monsieur, ça nécessite pas de prendre les armes pour pouvoir réclamer votre nationalité. Je vous pose une question qui va un peu dans un autre volet. Négociation, le gouvernement dit oui avec l'M23, mais à condition que ces rebelles puissent quitter les zones occupées. Quel est votre point de vue à ce sujet? Oui, je vais répondre rapidement. Mais écoutez, mon ami, je pense que on a mal fait diriger une gestion de la République en méthode au fait de mensonge. Comment je ne peux pas comprendre que d'abord, ces contrats devraient être signés entre le bailleur des fonds et l'entreprise qui était la GECAMI. Alors que vous allez remarquer que on a fait ça une affaire personnelle. Au lieu que ce soit la GECAMI qui traite, mais vous allez voir que c'est les conseillers spéciaux en matière de sécurité des chefs de l'État qui signent ces contrats. Deuxièmement, peut-être vous ne maîtrisez pas. Donc la révisitation des contrats dont vous parlez a eu lieu, il s'agissait du rapport Lutundula. En fait, M. Moïse Kanga n'était pas le conseiller en charge de sécurité. Non, je parle les contrats chinois, celui qui l'a signé, c'est Pierre Lumbi. Ce n'est pas Moïse Kanga. Donc, je vous dis, je suis expert en domaine de miniers. Acceptez au moins, maître, il y a eu révisitation. Non, il y a cette révisitation, les rapports de 50 milliards à 100 milliards de dollars. Si vous les niez, je crois que tous ceux qui nous suivent à la maison, partout ailleurs, vont vous contredire à travers les SMS et les commentaires laissés sur la chaîne YouTube. Le rapport Lutundula ne porte pas sur les contrats chinois. Le contrat chinois est intervenu après. Et le contrat chinois, il y a 3 milliards qui a été déboursé. D'ailleurs, c'est un prêt. Les 9 milliards en totalité. 3 milliards à construire l'usine qui est de l'autre côté. Il restait 6 milliards. Mais je vous dis, il ne faut pas dire des mensonges. Amenez le contrat chinois que vous disposez. Non, je dis ceci. Regardez, je vous ai déjà apporté la lumière. Vous n'avez pas la lumière. Amenez le choisir. Il faut rester dans le noir. On venir à la lumière. On prend rendez-vous, je vous amène les contrats. On prend rendez-vous, moi je vous amène les contrats. Amenez ce que vous amenez comme contrat. Et aujourd'hui, ces contrats se trouvent dans les registres ARDOC au cadastre minier. Et moi, je vous amène la copie que j'ai, vous amenez la copie, comme ça on fait les débats pièce contre pièce. Ça ne sera pas des bobards qu'on va amener sur le plateau de télévision. Parce que
la nationalité. Maître, les contrats étaient revisités, oui ou non? Les contrats chinois n'ont jamais fait l'objet de révisitation, c'est ce que je vous dis. Ok, d'accord, allons-y. Alors, vous posez la question de savoir... Est-ce que c'est une bonne posture du gouvernement qui accepte de négocier, mais à une seule condition, que l'M23 quitte les zones occupées? D'abord, j'ai aimé ce qu'il a dit. Il y a une sorte de mafia qui a été montée de toutes pièces, qu'on appelle le M23. Vous comprenez, c'est une mafia internationale qu'on appelle M23. Et j'ai aimé ce qu'il a dit. Et c'est ce que notre peuple doit savoir. Que M23 n'a jamais été défait. Si le M23 était défait... En 2013. Oui, si M23 était défait, M23 n'allait pas faire surface pour réclamer. Il les réclame, non? Il réclame les terres, ce qu'il vient de dire ici. Regardez l'accord qui a été signé pour que le M23 se retire. C'est la même chose qu'on veut nous ramener aujourd'hui. Et le gouvernement ne doit pas céder à ses caprices. S'il faut que nous puissions mourir, voilà l'occasion maintenant, on doit en finir une fois pour toutes. Cette histoire nous a fait très mal, il faut savoir. C'est pourquoi j'ai dit, il est temps aussi que nous puissions établir la vérité. Les plus effroyables fautes d'égout, c'était pour les Congolais d'accepter l'AFDEL. L'AFDEL s'est transformé à RCD. RCD devient CNDP. CNDP devient aujourd'hui M23. Et ils ont les mêmes méthodes des félonies et des antiloupes. Ils exigent la même chose, l'intégration dans l'armée. Et après, pour fragiliser cette armée, où vous voyez les commandants des opérations qui sont en train de vendre les munitions. Et notre armée, si aujourd'hui M23 est arrivé jusqu'au niveau qu'il est arrivé, pourquoi? Parce que la plupart des gens qui sont dans les chaînes de commande sont des traîtres. Quelqu'un a dit, vous voulez libérer votre pays, vous avez 10 balles, 9 doivent être réservées pour les traîtres qui sont des ennemis dans votre armée, et une balle doit être réservée pour l'ennemi de l'extérieur. Pourquoi? Donc, monsieur le général Mayele. Donc c'est les problèmes d'infiltration et non de gouvernance, comme l'a dit Matata Pognon. Non, mais d'abord, Matata, je comprends. C'est grâce à lui que c'est 2022. Mais même quand mon ami a dit, a dit ici que il y a un problème. Matata a quelle clientèle politique? On l'a ravi qui, Matata? Donc lui-même avait quitté Kabila, il a créé son parti, il a quelle clientèle politique? Il a quel leadership qui peut nous dire? Parce que ici même, si nous sommes dans des conditions des M23 qui réclament ce qu'ils réclament ici, c'est parce que c'est Matata qui est même accepté son leadership. de leur donner Milembwe comme commune rurale. Et alors que quand Tshisekedi vient dire non, pas question, ils étaient venus, les gens ne comprennent pas quand ils étaient ici, les gens vous disent des choses, ils sont venus ici au Grand Hôtel, on leur a demandé quel est votre problème. Nous voulons avoir les terres. Donc, est-ce que moi, tel que je suis ici, si je suis Moutété là, donc est-ce que pour connaître mes terres à Batété là, il faut que je réclame ça auprès de quelqu'un? D'accord. Est-ce que nous sommes restés en Europe? On a quand même des enfants qui sont restés en Europe jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que du fait d'avoir les documents de résidence vous donne le droit d'avoir une terre? Merci beaucoup, Maître Gédéon Kolela, pour votre intervention. Mais Monsieur Henri Tchimbalanga, cette même question, négociation, le gouvernement a dit non, non. Depuis longtemps, il disait non. Aujourd'hui, il change de posture. Le gouvernement dit oui, mais à condition que les M23 quittent les zones occupées. Votre point de vue? D'abord, un tout petit peu, Maître semble me prendre de fois comme hors sujet. D'abord, je n'ai pas dit ici que Kabila, il s'agissait d'une bonne gouvernance. J'étais précis dans mes répliques par rapport à ce que tu disais là. Et deuxièmement, moi, je n'ai pas fait allusion à Matata Pognon pour dire que, parce qu'il y a ces opposants-là qui ont été dépouillés de leurs membres, c'est connu. Alors, il ne faut pas nier les évidences. Devant une évidence, on s'incline. C'est comme ça. Donc, les faits sont sacrés. Mais les commentaires en sont libres comme vous le faites. Hein. Pourquoi on vous a Qu'est-ce que je veux dire, ceci? Ce sont des gens sans morale, ils se sont rendus eux-mêmes. Non, là, c'est un autre débat. Alors, aujourd'hui, il y a une chose. Le porte-parole du gouvernement qui dit ceci. Nous sommes maintenant forcés
d'aller négocier avec les M23. Mais il ne nous a pas dit qui force la RDC. Ça veut dire que c'est déjà... Pour moi, je comprends que le complot ne fait qu'aller d'une face à une autre. C'est pas pour rien que le président lui-même a étalé cet échec-là. Toute la diplomatie, ça n'a rien donné parce que on vous dit autre chose, mais sur le terrain, il n'y a pas d'appui. Et aujourd'hui, on exige à la RDC d'aller négocier avec, je m'excuse, le M23. Et du fait que l'officiel, le porte-parole du gouvernement, annonce cela, c'est-à-dire, il nous dit à nous Congolais que maintenant, nous devons aller négocier avec le M23. Mais pour quelle finalité? C'est ça tout le danger. Pour mettre fin à la guerre, naturellement. Je m'excuse. Mais on peut mettre fin à la guerre en créant un autre problème éternel. Et comment il reviendra pour résoudre ce problème-là? Toutes les guerres se terminent par des négociations. Oui, vous savez, les négociations doivent être quand même équilibrées. C'est-à-dire, nous, on ne doit pas perdre les terres pour mettre fin à la guerre. Sinon, ce sera quoi? Ce sera inutile. Donc ça ne sert à rien d'aller négocier. Bon, je pense que notre problème, c'est la capacité à se défendre militairement. D'accord. C'est ça le plus grand problème. Merci beaucoup, monsieur Henri Tchimbalanga et Rima Simbo aussi. Avec vous pour finir, quel est votre point de vue sur cette question? Je crois que j'aurai assez de minutes parce que M. Henri Tchimbalanga n'a pas assez utilisé ses minutes. Vous savez, cher ami, je m'adresse ici à la nation congolaise et à tous mes compatriotes de partout où ils se trouvent dans le monde. Aujourd'hui, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a une opportunité devant lui d'entrer dans l'histoire par la grande porte. D'entrer dans l'histoire de la grande porte, c'est-à-dire quoi? C'est de mettre fin à ces cycles des malentendus, à ces cycles d'incompréhension, à ces cycles de recommandations, à ces cycles de forcing, à ces cycles d'intégration, de réinsertion, à ces cycles d'infiltration dont notre pays est victime depuis l'accession de la FDL au pouvoir dans ces pays. Le chef d'État a l'opportunité devant lui d'inscrire sur le livre d'or de la nation et de notre pays son nom. Aujourd'hui, nous ne devons pas céder à la négociation et aux différentes revendications. Sur le terrain des régimes de Kigali. Disons-les clairement. Lorsqu'il y a une rencontre aujourd'hui entre les ministres Lutundula et les ministres Biruta, je crois, en Angola, est-ce que nous avons vu les représentants du M23? Eh bien, il s'agit d'une guerre entre la RDC et le Rwanda. D'où négocier avec le Rwanda. Ajoutons l'Ouganda, qui est le tireur de ficelles, dont il bénéficie de la protection de la communauté internationale et de certains lobbies. Le 1-23, c'est le Rwanda. La RDC n'a pas d'ethnie ou de tribus tout tiroir congolais. Non. Pourquoi on n'a pas connu ça? On ne doit pas parler de ça à l'époque de Mobutu. Seulement depuis, après 1997, que on a parlé de nous, de la communauté rwandophone congolaise. Pourquoi? Où est venue cette histoire-là? Il n'y a pas de Congolais rwandophones. Jamais, il n'y a jamais de Congolais rwandophones. Jamais, alors jamais. Mais interrogez le professeur Ndaïwel. Il n'y a pas de Hutus, il n'y a pas de Tutsi. Il n'y a pas de Hutus, Tutsi, Congolo, Rwando. Non. Ce sont des concepts et des termes de faits inventés dans des laboratoires de multinationales et dans les laboratoires de britanniques, américains, français, qui est Rwanda et l'Ouganda, pour avoir le contrôle de nos minéraux, de la richesse de l'Est du pays. Aujourd'hui, je crois, le ministre des Affaires étrangères, M. Lutundula, doit se ressaisir. Quand on vous confie un si grand portefeuille à la hauteur des ministères des Affaires étrangères,
Il ne faut pas aller négocier n'importe quoi, n'importe comment. Il ne faut pas aller nous faire des photos devant la caméra et des photos derrière la caméra. Parce qu'après, on a vu sur les réseaux sociaux nous balancer des photos des ministres Lutundula avec le ministre des Affaires étrangères rwandais en train de rire, de prendre des selfies ensemble. C'est comme si il voulait dire, voyons, fêtons, vivons au malheur des Congolais et des Congolais de l'Est du pays. Non, il doit se ressaisir par rapport à cela. Quand on vous confie, on vous fait la confiance, il faut être digne de cette confiance-là. Quand on vous donne l'opportunité de pouvoir aller négocier pour le pays, c'est votre nom qui entre dans l'histoire. Et choisissez comment est-ce que votre nom doit entrer dans l'histoire. En mal ou en bon. C'est à vous, vous avez le choix. Cher Dan, on ne doit pas céder aux exigences du Kenya, de l'Ouganda et du Rwanda. Les chefs d'État doivent être très attentifs par rapport à l'appel des Congolaises et des Congolais. Je crois que la vraie réalité, c'est la population qui l'a. Ce ne sont pas les opposants, les soi-disant opposants, qui étaient hier avec Kabila. Aujourd'hui, ils sont avec Tshisekedi. Et demain, ils ne seront pas avec, ils seront opposants à celui qui viendra encore. Les chefs d'État doivent saisir l'opportunité de nous éteindre ces faits-là. Il est le pompier de la République aujourd'hui. Il doit aller à l'Est pour éteindre ces faits-là, allumés par l'Ouganda, le Rwanda et la communauté internationale. Il faut arrêter avec ces cycles de réinsertion, de démobilisation. S'ils sont réellement congolais, qu'ils rentrent dans leur territoire, dans leur village, dans leur province, dans leur district. Qu'ils rentrent, ils seront accueillis par leurs frères et leurs sœurs. Si moi aujourd'hui je suis, par exemple, du Kasaï, est-ce que pour rentrer chez moi au Kasaï, cultiver la terre, je dois prendre les armes pour cela? Non, cher Dan. Nous ne devons pas céder aux exigences du 1-23 de Kigali, de l'Ouganda et de la communauté internationale pour l'exploitation illicite et la tuerie de nos populations. Nous ne devons pas céder à ça. Merci beaucoup. Quant à l'accord, j'ai dit non. Pourquoi l'accord appelle toujours à des concessions? Il n'y a pas de concessions à faire avec les Rwandais, ni de concessions à faire avec l'Ouganda. La RDC restera et unifiée. Et son peuple sera toujours ce que son peuple a été jusqu'à ce jour. Merci beaucoup, M. Gédéon Kolela. Merci beaucoup. On vous reprendra certainement d'ici là. Merci beaucoup, M. Henri Chimbalanga. Merci beaucoup, Eri Massimbo. Merci beaucoup. Merci aussi à vous de nous avoir suivi. Cette émission est à retrouver sur notre chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux. Au revoir.